12 janvier 1983. C'est le 12 aujourd'hui? 21, bon. Je suis dyslexique ce soir. Alors, on y va maintenant avec la période de questions. Il y en a beaucoup, Alex. Il y en a une, avant de lire les papiers, il y en a une qui m'est venue souvent, c'est comment on peut se procurer l'élixir. Vous pourriez tous le fabriquer vous-même dans des conditions favorables, parce que ce qu'il contient, c'est de votre propre essence. Quand vous aurez insufflé votre énergie dans ce sel christique, ce sel-là pourra s'identifier à vous. Pourra s'identifier à vous. C'est l'énergie vitale. C'est le souffle de vie que j'avais introduit dans un cristal impétrissible. L'élixir, c'est exactement ça. Si vous le voyez au microscope, à la noirceur, juste suffisamment de lumière pour éclairer votre lentille, vous verriez qu'il est violacé. Il y a un petit aura autour de ce cristal-là. Ça paraît comme si c'était une parcelle d'énergie radiante. Alors, cette aura que le cristal révèle, c'est votre propre souffle. Propre souffle. Que j'avais introduit ensemble. Donc, l'élixir, le mien, j'appelle l'élixir. Alexir. Par énergie latente, est-ce que vous pourriez dire qu'on existe avant d'exister? Il y a le mot essence qui précède le mot existence. Hein? Ce n'est pas un jeu de mots. L'être T, c'est simplement la notion de je suis. Mais quand le je suis se manifeste, alors il devient de l'existence. L'être qui existe est extériorisé, mais il iniste, enfin, il est déjà en puissance, en latence, avant d'exister. Quand il existe, il se matérialise dans la matière. Alors, l'instance, le mot n'est peut-être pas dans le dictionnaire, mais il faut que quelqu'un l'ait conçu avant qu'on puisse le mettre dans le dictionnaire. Alors, instance procède l'existence. Pourquoi limiter l'homme au soleil? Il me semble qu'il serait plus juste de dire que l'homme prend sa source dans le soleil central de l'univers. Le soleil central, c'est celui, le très haut, autour duquel notre propre soleil tourne. Notre soleil est homologué avec le fils du très haut, n'est-ce pas? Alors, Sotis ou Sauter, un mot qui veut dire sauveur, dans la constellation Canis Major du Grand Chien, c'est le noyau central du système solaire. Le proton. Et le soleil même, seul, n'en est que l'électron. Il génère l'électricité, il irradie l'électricité, mais ça vient d'une source supérieure. En théologie, on l'appelle le Très-Haut. Et le fils du Très-Haut, c'est le Christ, ou le soleil, n'est-ce pas? Ou l'entité christique. Alors, ce noyau central, Dieu Pitar, le père de la déité, c'est Sauter, le sauveur. Est-ce que la Terre peut avoir un corps physique comme moi? Mais exactement. Mais exactement. Elle a un corps physique. Tout ce qui existe dans le cosmos, c'est une triple nature, corps et homme esprit. Mais alors, à ce moment-là, est-ce qu'elle peut être malade à un moment donné? Je vous demande pardon? Si la Terre peut devenir malade à un moment donné? Mais oui, il y a beaucoup de malaise dans le moment. Oui. Et, enfin, une maladie, c'est un malaise persistant. Oui, la Terre a besoin de traitement. À bien des endroits. Il faut des lectures. Ah oui, oui. Il faudrait la distribuer à travers toute l'atmosphère. Oui, la Terre est vraiment malade. Est-ce qu'elle peut avoir une... Oh, excusez-moi, je m'interromps. La Terre est en processus de gestation. Ça va donner naissance à quelque chose qui la libérera de son malaise, quoi. Mais la Terre, c'est un être vivant. Vu l'augmentation des dépressions nerveuses, peut-être à cause de la condition de la Terre, et de la maladie mentale, votre huile christique serait-elle efficace contre ce genre de maladie? Dépression nerveuse. La dépression nerveuse, c'est une absence de pression. Toute vie est une pression, la pression cellulaire, la pression sanguine, tout ça. Une dépression, c'est un ralentissement de la circulation. Bon. Alors, l'élixir ou l'air ionisé, en réalité, c'est de l'air ionisé, hein? Parce que quand vous avez absorbé cet élixir, votre air pulmonaire est vraiment du feu. C'est vraiment du feu. Alors, si on pouvait distribuer cette facilité-là à travers
toute la planète, alors vous verriez une autre atmosphère jaillir sur la Terre. Parce que l'atmosphère de la Terre contient aussi l'exhalaison des êtres humains. Alors, si les êtres humains sont malades ou souffrent de malaise, l'atmosphère de la Terre en souffre également. Elle est polluée par notre expiration. Parlez-nous de la voie sèche en alchimie. Voici, la voici, je travaille avec des hautes températures, jusqu'à 1800 degrés. Mais seulement, on travaille à l'aveuglette, on ne voit pas exactement ce qui se passe. Ce n'est pas dans le ballon, c'est dans le creuset. Puis le creuset, il est rempli de charbon, complètement. On réalise qu'on a réussi au bout de 9 mois ou 282 jours, quand le creuset éclate complètement. Vous avez le noyau central qui gît devant vous, c'est comme une boule de feu violet. Alors ça, c'est la voie sèche. Elle est dangereuse, elle est sujette à des explosions. Mais avec la voie sèche, à la voie humide, dis-je, la voie du ballon, on fait des implosions. Ce qui se passe dans le ballon, c'est contrôlé par la sphéricité du ballon. Ça circule. Tandis que dans le creuset, ça ne circule pas. C'est fait à une caméra, comme on dit, et à l'aveuglette. Peu ont réussi la voie sèche. Paracel, ça l'a fait. Fulcanelli ne l'a pas réussi. Mais par contre, ce sur quoi on travaille, c'est la voie humide, la voie du ballon. Pourquoi les organismes officiels ont-ils si peu d'intérêt pour l'alchimie alors qu'il y a quand même une longue période de recherche et d'expérimentation qui a amené des preuves? Ils protègent leur renommée. Parce que oui, c'est la raison principale, ça. Ceux qui ont voulu divulguer des secrets alchimiques ont été vilipendés par bien d'autres, aussi leurs confrères. Alors, ils sont prudents. Ils ne veulent pas faire de témérité. Mais il y en a plusieurs qui, dans le laboratoire, font de l'alchimie à l'insu de leurs confrères. Très grand nombre. En France, surtout, dans le moment. On a constaté ça dernièrement. Vous dites que les Vénusiens sont en contact avec nous depuis longtemps, mais pas officiellement. Quand le seront-ils officiellement? Dans très peu de temps. Dans très peu de temps. Ce n'est pas moi qui l'ai annoncé, mais à NASA, il y a quelques mois, on a constaté qu'il y avait une espèce de halo qui dominait l'ouverture polaire. Je parle de l'ouverture polaire parce qu'il n'y a pas de pôle, mais tout simplement des ouvertures qui nous donnent l'impression que c'est un pilier ou un pivot autour duquel la Terre gire sur elle-même. Mais c'est fou. Il y a 2 ouvertures polaires. Et dernièrement, NASA a photographié ces 2 ouvertures polaires qui ont 30 000 de diamètre. Et on a constaté un halo. Alors ce halo-là est de nature vénusienne. Il est vert. C'est un beau feu vert. Il paraît comme un arc-en-ciel, mais qui n'est plus un arc, c'est un cercle en ciel. Un arc, c'est une partie d'un cercle, n'est-ce pas? Et autour du cercle polaire, on a vu un halo tout à fait circulaire, vert. Et vert, c'est la couleur de Vénus. L'atmosphère de Vénus est vert. Hein? Bon. Alors, on a vu ce halo-là dominer l'ouverture polaire pendant plusieurs heures. NASA a publié des photographies il n'y a pas très longtemps de ce phénomène-là. Un cercle en ciel, non pas un arc en ciel, mais un cercle total en ciel qui dominait la planète. Ça, c'est de l'influence vénusienne. Parlez-nous du mois de février 1983. Février 83, voici. Si vous n'aviez jamais vu d'étoiles dans la voûte céleste, puis quelqu'un vous dirait il va se passer un phénomène tout autour de l'hémisphère. Par exemple, vous alarmez, ça va être des êtres de lumière qui vont se révéler à vous subitement. Alors, les gens vont dire, c'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Une aurore boréale, c'est étonnant si vous la voyez pour la première fois. Vous l'entendez, mais n'est-ce pas? Vous l'entendez, vous la voyez. Et au mois de février, très prochainement, on verra un phénomène de ce genre-là. L'air ionisé fera un halo tout autour de la Terre, à quelques mille pieds. Et ça entourera toute la planète. Et au lieu de faire un arc-en-ciel, ça fera un cercle en ciel. L'arc, c'est tout simplement une fraction du cercle. Là, ça sera tout un cercle. Ça partira de Polaris, puis ça viendra directement dans l'ouverture polaire, et ça se révélera à travers tout l'hémisphère septentrional. C'est ça qui va arriver au mois de février. C'est-à-dire l'hémisphère nord de la planète. L'hémisphère nord, oui, le septentrion. Oui. Donc le Québec, le Le Canada. Québec, oui, principalement le Québec. À partir du 49e, tu sais, aller au cercle polaire.
Dernièrement, on en a parlé, un nommé Crème, Benjamin Crème, a révélé, qu'il s'était trompé de date, il y aura un phénomène comme ça, atmosphérique, un météore Est-ce que ça extraordinaire. risque d'obscurcir le soleil? Je vous pose quelques questions que j'imagine qu'on se pose. Bon, on a parlé du soleil de Mini. Dans certaines conditions, on voit le soleil Mini dans le nord, dans l'extrême nord, n'est-ce pas? Oui. On voit le soleil Mini. Ça ne l'obscurcira pas, mais ça le dépassera. Quand Vénus s'est manifestée pour la première fois, on dit qu'il rivalisait de gloire avec le Soleil. Hein? C'est pour ça qu'il était projeté à proximité de Mercure. Alors, des phénomènes atmosphériques comme ça, des météores, ont toujours des effets étonnants et même effarants pour le peuple qui ne sait pas à quoi s'attendre. Alors, ce phénomène-là, ce sera ni plus ni moins une sphère en ciel, ou plutôt un disque en ciel, un disque comme une couronne boréale. On a déjà vu ça dans le Nord. Est-ce que les prophéties d'Edgar Cayce ou de Nostradamus en parlent de ça? Oui, il y a une centurie qui fait référence à ça. Mais la date ne coïncide pas avec celle que l'on anticipe dans le moment. Ça serait à quelle époque, d'après Nostradamus? Non, ça sera en 84-85, oui. Quand on arrivera au 127e degré avec Sirius. Mais 127e degré, tu le mettras en 84 ou 85. Alors, les dates peuvent différer avec certains individus. Et Edgar Cayce a été très précis. Ce qui nous a révélé au sujet de l'Atlantide, ça a été constaté, hein? Bien des choses aussi. Edgar Cayce était vraiment visionnaire, mais lui-même n'était pas responsable de ce qu'il disait parce qu'il était toujours sous l'influence d'une hypnose provenant d'ailleurs. Ouais. Lorsque ce signe se manifestera dans le ciel, est-ce que ça risque de produire une panique? Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Vous voyez un arc-en-ciel, ou bien vous voyez des aurores boréales. Il n'y a pas de panique, c'est de l'étonnement et tout. Mais on se perd en conjecture quant à sa source ou sa signification. Mais les météores ont une signification. Ça vient d'ailleurs, d'en dehors de la Terre. Ce sont les êtres extraterrestres, que ce soit des êtres hominiens ou bien des êtres supérieurs, parce qu'il y a des êtres supérieurs à l'homme aussi bien qu'inférieurs. Alors, on ne peut pas en comprendre la portée. Mais on en sent l'effet. C'est ça qui est important, en ressentir l'effet. Une aurore boréale, c'est un effet bienfaisant, puis éblouissant. Alors, c'est de la lumière. Alors, toute lumière, qu'elle soit intérieure ou bien extérieure à la Terre, a un effet bienfaisant. C'est réaliser que la vie est une lumière bienfaisante. Quelle est l'allure physique des Vénusiens? Je vous demande pardon? Quelle est l'apparence physique des Vénusiens? Des Vénusiens? Oui. Des êtres de lumière. Bon, maintenant, nous sommes tous des êtres de lumière. Si on se voit avec la vision astrale, avec la voyance, on voit l'homme comme un gros œuf de lumière. 7 à 8 pieds de hauteur, puis 3 ou 4 pieds de largeur. Puis au centre de ça, on voit une petite silhouette, on dit ça c'est ça que j'ai en dedans de moi. Ça, ce corps, cette carcasse, ce scaphandre que j'ai. Mais le Vénusien, c'est un être lumineux, à travers lequel on voit quelque chose de sombre. Mais on sent sa présence, puis une présence humaine ou vénusienne, mais on sent sa présence. C'est un être intelligent, puis un être bienveillant. Ce sont des êtres bienveillants. Tous les phénomènes de vision astrale révèlent ça. Il y en a eu plusieurs dernièrement. Quelle est la race implantée sur Terre par les Vénusiens? Je vous demande pardon? Quelle race les Vénusiens ont implantée sur la Terre? C'était d'abord les Olmecs. Les Olmecs, les Toltecs, les Mayens, dans la Lémurie. D'où viennent les autres races? Les Noirs, les Jaunes? Je voudrais bien être en mesure de vous répondre avec connaissance de cause, mais ce n'est pas mon cas. On sait que la Terre est peuplée par tous les habitants des planètes qui entourent notre Soleil. Alors, les différentes invasions, les différentes exordes qui ont été faites tiennent sans doute du fait qu'il y a eu plusieurs invasions d'hominalité sur la Terre. C'est ça qui rendra compte des différentes caractéristiques raciales. Bon. Mais tout de même, il y a un élément qui est commun à tous, c'est qu'ils ont une intelligence et qu'ils sont de même nature que nous. Tous les êtres, comme nous dirait Moïse, sont faits du même sang pour habiter la surface de la Terre. Hein? Mais qui viennent de Vénus, qui viennent de Mars, ou de Jupiter, sont tous des êtres hominisés, qui ont été conditionnés aux exigences de la planète sur laquelle ils s'installent. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiation solaire? Ah ben voici. On parle d'initiation solaire et lunaire. L'une est émotive, l'autre est spirituelle.
une initiation qui fait simplement un changement de mode de perception dans votre vie, parce qu'une faculté supérieure a été mise en éveil, ben, ça change tout votre comportement et surtout votre conception de la vie en général. Mais l'initiation solaire, c'est un éblouissement, c'est une solidification, c'est l'illumination totale. Ça part du plexus solaire, puis ça monte jusqu'au cerveau, au centre christique. Tandis que l'illumination lunaire ou l'illumination émotive, ben, part du cortex cérébral, puis affecte simplement votre comportement émotif plutôt que la cérébrale ou spirituel. L'une est supérieure à l'autre, parce que la Lune ne fait que réfléchir la lumière du Soleil. C'est une lumière solaire tamisée, mais l'initiation solaire est directe, parce qu'elle part du centre du système solaire. On dit que la vérité est en dedans de nous. Par quels moyens concrets peut-on découvrir? Par des livres, par des rencontres avec d'autres personnes qui l'auraient déjà découverte? Oui, jusqu'à un certain point. Ils peuvent nous indiquer le cheminement à faire, mais la vérité réside véritablement dans nous, parce qu'elle est omnilatente, elle est partout présente. On n'a qu'à s'y ouvrir. Et si on fait cesser notre cogitation cérébrale, qui, après tout, ne contient que des facultés développées par la sensorialité, on perçoit directement la vérité. La vérité existe en elle-même. C'est ce qui est. Tandis que les vérités fragmentaires, si vous voulez, ne sont que des fragments de la vérité. Tandis que la vérité totale, c'est un éblouissement. Un éblouissement. On ne nécessite pas de preuves parce que on en a la conviction dans tout notre être. Il est dit que l'alchimiste est un cœur pur, un cœur d'or et de révélation. Est-ce que ces révélations sont seulement pour lui ou peut-être aussi transmises aux autres hommes? Le but de toute alchimie, c'est de répandre à la ronde tout ce qu'il aura conçu pour lui-même et tout ce qu'il aura mis à l'épreuve afin que ce qui est le privilège de l'un devienne l'apanage de tous. L'alchimiste est un altruiste, foncièrement. Il n'a pas de mérite parce que c'est sa nature de vouloir distribuer une connaissance qu'il trouve tellement étonnante, tellement merveilleuse, qu'il n'y a pas de repos tant qu'il ne l'a pas distribuée partout à la ronde. Lors d'une entrevue pour la télévision, pour l'émission Ésotérisme expérimental, vous nous avez dit que vous aviez encore des secrets, que vous étiez pour en garder encore des secrets longtemps. Oui. Sans vous faire révéler ces secrets. C'est un secret que l'on de quelle secrète nature? soi-même. L'expression ne s'applique pas péjorativement. Ce secret-là, c'est la quintessence de la connaissance ou de la conviction que vous avez. Et vous pouvez la révéler dans des conditions favorables, mais ce n'est pas verbal. C'est pas une chose qu'on peut étaler verbalement ni illustrer graphiquement. C'est une émanation de soi qui se communique à la ronde. Avez-vous l'impression qu'avec une grande quantité de conférences, on finirait par découvrir ce secret-là? Percer le voile, oui. Ouais. Percer le voile, oui. Alors, de dévoiler la chose. Mais la dévoiler, c'est révéler la vérité à nu. Puis des fois, elle peut nous éblouir. Parce qu'une lumière trop éblouissante peut vous aveugler aussi bien que vous illuminer, n'est-ce pas? Alors, ce secret, cette révélation que vous secrétez, ben, elle est perçue dans le silence. Dans le silence. Elle pourrait peut-être même nous scandaliser quand on lève le voile, un moment donné. On dit que la vérité, les anciens la représentaient comme sortant nue d'un puits. Elle vient des profondeurs de la terre. Mais quand elle sort nue, ben, elle éblouit tellement le monde, on dit, fiat-toi que ça, c'est la lumière, hein, tout ça, qui nous éblouit. Alors, le secret, on l'appelle souvent le secret des secrets, secretum secretorum. Ben, c'est la chose que l'on sécrète, que l'on irradie tout autour de soi. C'est ça la chose que l'on a sécrétée, que l'on émet à la ronde dans des conditions favorables afin de faire bénéficier ceux qui ne peuvent pas l'apercevoir par lecture ou bien par assimilation verbale. Est-ce que les Vénusiens contactent des gens d'une certaine importance ou contactent-ils aussi des gens de tous les milieux? Partout où il y a eu des manifestations d'extraterrestres, ça a toujours été parmi les potes, les bergers, des gens simples, n'est-ce pas? Que ce soit à Lourdes, que ce soit à La Salette, que ce soit à Fatima. Ça a toujours été des jeunes, des gens simples, purs, de cœur et de compréhension, sans préjugés. Alors, ce n'est pas l'excellence cogitale cérébrale qui est un critère de mérite pour avoir des révélations des extraterrestres ou des entités d'ailleurs. Si vous êtes de la même nature qu'eux,
Alors, vous y avez accès, ou ils ont accès à vous plus facilement. Vous connaissez les histoires de la Salette, de Lourdes, de Beaupré, ça a toujours été des jeunes, des choses comme ça. Semblable aux enfants. Oui. D'où vient cette pierre, ce sang de la terre? Celle-ci, celle que je vous ai exhibée, elle provient de Mérida, en Espagne, dans la banlieue de Madrid. On l'a trouvée à peu près 100-150 pieds de la surface du sol. Puis la dernière partie est encore à l'état colloïdal, elle est encore huileuse. Elle est véritablement. Puis à 200 ou 300 pieds sous terre, ben, elle est liquide. Elle coule pas comme la lave dans un volcan, ou qui sort d'un volcan. Elle est liquide. C'est pour ça qu'on doit la réduire à cet état colloïdal avant de pouvoir s'en servir, puis l'épurer de toute cette terrestrité. Ah, elle existe là, à l'intérieur de la croûte terrestre. Est-ce que vous broyez toute la pierre ou seulement la partie rouge de la Non, pierre? toute la pierre. C'est pour ça qu'on doit l'épurer par la suite avec des sublimations que l'on fait. Broyer toute la pierre, soit avec un malaxeur mécanique, ou bien avec un mortier et un creuset. D'abord, vous la réduisez en fragments, avec un marteau, etc. Et ensuite, ça, la triturer incessamment. La mortifier, comme on dit. Passer au mortier. Une fois la séparation du sang du cinabre et de son amalgamation avec le sel solaire, faut-il de nouveau broyer le résultat de cette amalgamation et recommencer le même processus? Si oui, combien de fois? Si vous voulez faire une poudre de projection, dans le but simplement d'ennoblir un métal, dans du plomb, puis de l'épurer. Hein. Mais si vous voulez faire l'élixir, vous n'avez pas besoin de broyer de nouveau. Vous recueillez la quintessence ou l'huile christique, puis vous la conservez telle que vous l'avez, afin de pouvoir l'employer comme ça. Mais ce n'est pas le nécessaire de recommencer l'ouvrage. Le travail entier, comme je vous l'ai déjà dit, dure 282 jours, soit 9 mois de travail. Ça, c'est tout le travail. Excluant en fait du travail préparatoire qui consiste à accueillir de la rosée et la fabrication du sel. Un sel artificiel que vous ajoutez souvent, pour faire un sel double. Ce sel-là est fait avec la cendre de chêne, hein, la cendre de fougère, ou la cendre d'acacia, et de la chaux. De la chaux que de la pierre, hein, de la pierre qui contient un feu latent. Et vous ébouillantez ces deux éléments-là, la cendre de chêne et la pierre de chaux vive, hein, et vous en recueillez ce sel nitrique, qui est l'équivalent de ce que vous avez puisé dans l'atmosphère. On l'appelle l'agent primordial. Parlez-nous un peu du Graal. Le Graal, je voudrais bien vous citer Fulcanelli. On a fait plusieurs interprétations. Le Graal, c'est la coupe qui a recueilli le sang du Nazaréen après que le centurion, Longin, il avait percé le côté. Bon, ça c'est symbolique, mon Dieu. Mais seulement, le Graal, c'est le sang christique. Hein. C'est la coupe du sang christique. Alors, ce sang christique, c'est l'énergie solaire qui doit être éveillée dans l'homme. Alors, l'homme est véritablement le Graal. Pourquoi les chevaliers de la table ronde étaient-ils à la quête du Graal? Et pour être chevalier de la table ronde, ils devaient avoir un cœur. Vous avez le duodénaire, la loi du duodénaire dans ça, n'est-ce pas? Il y a 12 chevaliers, le roi Arthur, tout ça. Par exemple, vous avez 12 audients, vous avez 12 fils de Jacob, les 12 apôtres de Jésus. Alors, pour attirer notre attention sur cette loi du duodénaire de 12, hein, qui prévoit à travers toute la nature, on parle de cette chose-là, les 12 points, les 12 sources de provenance de la vie sur la terre, les 12 audions, les 12 signes du zodiaque. Alors, le Graal a beaucoup à faire avec la caisse des chevaliers de la table ronde. Il voulait retrouver la coupe symbolique qui avait recueilli le sang du crucifié sur le Golgotha. Quand vous dites 12, les 12 signes du zodiaque, les 12 mois de l'année, pourquoi 12? Pourquoi pas 15 mois de l'année? C'est parce que c'est une convention, ça, 12? Non, 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 c'est une loi qu'on a observée. Pareil comme la Trinité, par exemple, la loi de la Trinité, la loi du septénaire. Dans les couleurs, dans la musique, vous avez 7 plans de manifestation. Et le 8e, c'est la répétition, sur une octave plus élevée. Et 12 sont les 12 sources de provenance de toute la vie dans notre système solaire. Voilà. Alors, ce sont les 3 lois que l'on considère comme étant des lois cosmiques inviolables et invariables. De Trinité, le septénaire ou l'octave, comme on l'appelle communément, qui est la répétition, et le duodénaire. Hein. Et toutes les mythologies
tous les modes d'initiation, tous les rites initiatiques, on traite du jour des nerfs, aussi bien que du septénaire, et de la Trinité humaine. Même en musique, les 7 notes blanches plus les 5 notes noires, ça fait 12. Justement, ben oui, c'est 12. Oui. C'est de l'ésotérisme, ça? Mais sans doute, c'est de l'ésotérisme. Le moment est l'endroit où la synarchie entrera en action sur la planète, point d'interrogation. Aussi, la synarchie sur une théocratie, n'est-ce pas? Quand il n'y aura qu'un seul gouvernement sous l'égide d'un initiateur christique. Bon. Elle est déjà en opération, en gestation, depuis le début de cette ère, de cette ère du Verseau, cette ère des poissons. Parce que le grand initiateur, c'est le Nazaréen. Alors, la synarchie est en gestation, et dans très peu de temps, quand on aura cette exubérance de toute vie, la synarchie s'imposera à travers toute la planète. Voilà. Il y a eu des belles œuvres qui ont été éditées dernièrement à ce sujet-là. Georges Vez a traité l'œuvre de Saint-Yves d'Albède au sujet de la synarchie. C'est excessivement précieux. Excessivement précieux. La synarchie, c'est l'unique gouvernement qui peut harmoniser la planète tout entière dans une famille indissoluble. Est-ce que les personnes décédées font partie de l'énergie latente? Si oui, est-ce qu'il sera possible de les matérialiser? J'ai pas saisi la première partie de la phrase, je vous demande pardon. Est-ce que les personnes décédées Oui. font partie de l'énergie latente? Et si elles font partie de l'énergie latente, les personnes qui sont décédées, on pourrait être capable de les rematérialiser? J'homologue par l'énergie latente, l'énergie en attente. C'est l'énergie en attente. Bon. Alors, cette énergie-là, elle n'est pas latente. Elle attend simplement une occasion de réincarnation, de réadaptation à un mode matériel. C'est inutile de préciser que la loi de réincarnation existe à travers le monde tout entier, à travers toute la nature. Et quand on n'a pas réussi à atteindre le but pour lequel on a été créé dans une incarnation, que ce soit qu'il s'agisse de la fleur ou ben du minéral, il faut qu'elle revienne dans son mode de progression pour répéter. Alors cette énergie latente, c'est l'énergie en attente, de reprise d'études ou d'expérience. Croyez-vous qu'on pourrait réanimer une personne qui vient de mourir grâce à l'alchimie? Si le cordon d'argent, le fil d'argent, n'a pas été coupé, complètement rompu, oui. Il y a eu un très grand nombre de cas. Plusieurs nous sont connus dans notre héritage judéo-chrétien, et ainsi qu'en Inde, au Tibet, on peut réanimer une personne, c'est simplement une suspension d'animation. Le terme existe. Une suspension d'animation n'est pas nécessairement la mort. On a des cas dans la léthargie, dans le coma, c'est une suspension d'animation. Alors, si ce qu'on interprète comme la mort est simplement un cas de suspension d'animation, alors il y a possibilité de les réanimer. On a plusieurs exemples de ça qui ont été faits. Pourriez-vous nous parler des lutins, des gnomes? Oui, je veux bien. Alors, comme il y a des êtres supérieurs à l'homme, appelez-le des anges, des archanges, des Elohim, ce que vous voudrez, il y a des êtres inférieurs. Bon, alors, on s'appelle des élémentaux habituellement. Alors, dans les quatre règnes de la nature, ils sont habités, intégrés par des êtres intelligents, mais de l'intelligence naturelle, intelligence élémentale, qui voient à faire progresser la matière dans tous ses plans. Alors, ces êtres-là ont une consistance, ont une êtreté, puis ont même une visibilité. À Londres, il y a quelques années, la Société de recherche psychique, sous l'égide de Sir Oliver Lodge, du Camille Flammarion, et d'un autre aussi, ont fait des recherches pendant une vingtaine d'années pour non seulement photographier, mais étudier les manifestations de ces élémentaux. Des lutins, des gnomes, des ondins, des sylvains, tout ça. Hein. Alors, ça existe véritablement. Il y a une littérature assez abondante dans ce domaine-là. Mais comme les gens regardent ça avec mépris ou avec incrédulité, on s'en soucie pas. Mais ils existent véritablement. Il n'y a pas d'erreur. Est-ce qu'ils sont notre propre création? Notre création? Oui. La question ici. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Est-ce Maintenant, que j'ai jamais étudié. J'ai eu quelques instances de manifestations comme ça. Mon garçon également, en a eu. Mais j'ai jamais eu l'occasion d'étudier, ni de les observer, sauf quand j'étais jeune. Ça m'est arrivé une couple de fois. Dans des grottes à l'île d'Orléans.
Et à Madeleine Falls, quelque part oui, à Davenuville, mon garçon a entretenu, enfin, des rapports avec ces petits êtres-là, c'est-à-dire les a observés, puis a vu leurs agissements. Ils se comportent tout simplement comme des petits lutins, disons, le mot. Oui, oui. L'année dernière, il y avait une grotte là, dans laquelle j'allais assez souvent. Puis des lutins, ben des gnomes, ben des ondins, on était familier avec ça. Mais quand on nous a en parlé, on nous a dit, il capote, petit gars. Il y a comme mon oncle, par exemple, puis je suis voir soir, j'irai avec toi. On allait dans une grotte, puis on voyait ce phénomène-là. Oh, oui. C'est pas un cas unique, hein? Alors, si vous observez, questionnez les gens, ils vont dire oui, oui, j'ai jamais osé en parler, mais ça remonte quelque chose. Jusqu'à un certain âge, on est conscient de ça, parce qu'on est plus sensible avant la période de puberté, hein? Alors, ces émanations-là. Alors, c'est habituellement les jeunes gens qui voient ça. Moi, j'étais tout jeune quand j'ai vu ces choses-là, puis je trouvais ça tellement naturel. Puis mon garçon également, le plus vieux de mes garçons. Alors, pour lui, il me racontait ça, ben oui. Oui. Ces gens-là existent. Ce sont des élémentaux, le terme générique, non pas, ce sont des esprits des éléments. Ou oui, des gens qui intègrent les éléments, qui voient la croissance, puis l'évolution des éléments de la Terre. D'où ça vient qu'il y a des gens qui sont capables de voir ces êtres-là, puis qui ont cette chance-là, puis que d'autres, ils pourraient aller avec vous, puis ils ne les C'est verraient une pas? question de sensibilité organique. Ah oui. Comme je vous disais, que les jeunes qui n'ont pas encore atteint la bisexualité, ou bien, alors, ils sont capables de voir ça. Ouais. Mais vers l'âge de 15 ans, l'âge de puberté, habituellement, cette sensibilité-là disparaît. À cause de quoi? C'est parce que la cellule se spécifie à un sexe à ce moment-là. Qu'elle n'est pas androgyne. La cellule n'est pas androgyne, c'est-à-dire n'a pas l'équilibre des deux sexes. Alors. Est-ce que vous voulez dire que pour être équilibré, il faut avoir les deux sexes? Ou du moins, avoir la potentialité des deux sexes. Parce que les deux sexes, c'est un non-sens, pareil comme dire les deux hémisphères d'une boule. Hein? Bon. Alors, vous êtes sphérique au point de vue, d'ailleurs, le mot anima puis le mot sphéra veut dire la même chose. Hein? Alors, l'homme est sphérique, c'est-à-dire que tous les points sont équidistants du centre. Hein? Alors, la sexualité ou la sessiparité, c'est un phénomène de dissociation. Hein? Alors, pour atteindre l'état de perception totale, faut établir l'équilibre de notre entité cellulaire pour qu'il y ait autant d'aspects positifs, d'éléments positifs que d'éléments négatifs. Quand vous êtes à cet état-là, qu'on appelle communément l'état d'androgénité, alors vous êtes pleinement équilibré. C'est pour ça que les grands maîtres spirituels, comme le Christ d'ailleurs, Il est androgyne. il est androgyne. Définitivement, Il n'était oui. pas marié. Non, il n'y a plus de sexualité, il n'y a plus de sessiparité. Ah. Et les prêtres, ils essayent la même chose. Oui. Pour parler magie, ici, la question est très claire. Il existe les fameux cercles magiques sur le sol. Et il y a des incantations, il y a tout ça. D'abord, avec qui on fait affaire lorsqu'on fait de la magie? Est-ce qu'on fait affaire avec le diable automatiquement? Oh, le job, ça dépend si vous l'avez fabriqué à votre image. Vous ferez des phénomènes que vous créez vous-même. Mais le job, le diabola, c'est quelque chose qui met en travers étymologiquement. Le job, c'est pas comme dire diamètre, diabola, c'est mis de travers, une entrave, hein? Une entrave au raisonnement, souvent. Hein? Alors, le job n'a pas d'existence. Hein? On dit le démon, c'est l'envers de Dieu. Hein? C'est la négation de l'être-té. Non, le job, ça n'a pas de sens. Non, non. Et la question se terminant. Excusez, si vous me permettez, je vais élaborer un peu davantage, ça tombe là. Quand on a des phénomènes d'exorcisme, ce qu'on exerce, c'est simplement les vies qu'on crée soi-même. Hein. Monseigneur Schaffner nous l'a fait réaliser dernièrement, hein, que l'exercice consiste simplement à évider, faire ressortir de l'entité psychique d'un individu les entités nocives qui aura créé lui-même. C'est tout ça en quoi consiste l'exorcisme. Alors, le job, c'est des entités de notre propre création qui nous hantent. Quand on fait de la magie, est-ce qu'on rentre en contact avec ces entités-là? Oui, justement. Il y a une autre phrase que je puise à cet éminent psychologue, que la magie, c'est quand l'homme agit. Hein? Quand l'homme agit. Bon, alors, c'est pas un jeu de mots qu'il faisait, notre éminentissime. C'est simplement décrire exactement ce qui se passe quand on agit sur la matière par la force de l'homme. Et il disait spécifiquement que la magie, c'est quand l'homme agit. C'était pas un jeu de mots qu'il faisait.
Alors, l'âme, c'est un principe animateur, principe animique. Alors, donc, qui anime, qui modifie, qui altère, qui agence la matière. Ça, c'est de la magie. C'est d'introduire la vie dans une image de notre propre création, une image d'un concept quelconque, d'un désir quelconque. Vous le rendez magique en y introduisant votre propre énergie. C'est là que la magie entre, parce que l'âme agit à travers le biais de la matière pour le diriger vers le but que vous avez prémédité. J'aimerais savoir si lorsqu'on parle de l'instinct, ou des rêves prémonitoires, ou de la médiumnité, si on doit cela aux Vénusiens, ou ce sont des dons innés. Quelqu'un qui a des capacités de médium ou de voyant ou tout ça. Oui. Est-ce que ça, c'est en relation avec... Un médium, il y a plusieurs niveaux de médiumnité. Il y a des gens qui sont simplement déséquilibrés, puis d'autres qui ont cette possibilité, oui, qui ont cette possibilité de... C'est magique. Non, non, c'est parce que c'est sur un chèque ici qu'il y a une question. C'est toujours la magie du verbe, hein? Ouais. Ah! Revenons-en à nos moutons. Ah oui. Aux Vénusiens. Est-ce que c'était les Vénusiens qui auraient développé chez l'être humain des capacités? Parce qu'il y a une chose, c'est qu'au début, l'être humain vivait très vieux. On Oui. vivait 7, 8, 900 ans. Oh, ben oui. D'où ça vient que ça a diminué? La sénescence s'empare de l'individu quand son entité cellulaire devient corrompue par cette absorption de nourriture organique qui contient des terrestrités. Et la Terre, comme on disait il y a quelque temps, c'est le dépotoir de tout le système solaire. Et on se nourrit de l'énergie organique. Et on doit non seulement s'en libérer périodiquement ou continuellement, mais on retient rien que l'énergie solaire dans la nutrition qu'on absorbe. Alors, la sénescence provient du fait que l'on n'éjecte pas ce qui ne nous convient pas. Hein? On en retient toujours de plus en plus. C'est là que l'on s'intoxique d'énergie organique qui est putrescible. C'est là que le processus d'épuration la vient, parce qu'elle rend le sang imputrescible en y introduisant le sang christique, le sang solaire. Est-ce que les Vénusiens se déplacent en soucoupe volante? Est-ce qu'il y a une relation à faire avec les soucoupes volantes et les Les Vénusiens? soucoupes volantes, si on les prend pour des objets matériels, c'est faux. Bon, c'est tout à fait faux. Il y a bien des phénomènes physiques que l'on prendrait pour des choses éthérées, puis inversement aussi des choses éthérées ou des très subtiles que l'on prend pour des réalités physiques ou tangibles matérielles. Les soucoupes volantes, on peut pas... on peut les photographier, oui. On paraît qu'on peut photographier un phénomène atmosphérique, mais ils n'ont pas la même forme de matérialité que le vortex, que le bois, etc. Les Vénusiens, est-ce qu'ils se nourrissent de l'élixir de vie? Je ne saurais dire. Je ne saurais dire. J'ai jamais médité ni eu l'occasion de conjecturer dans ce domaine-là. Mais on peut se nourrir de l'atmosphère aussi bien que de la Terre aussi. On a vu bien des gens qui ont passé des années et des années à se nourrir d'olfaction seulement, d'inhalation. Hein? À se nourrir. La question, je vous la posais, c'est parce que je me demandais si dans les soucoupes volantes, il y avait des toilettes. Il y avait des quoi? Des toilettes. Oh, yo, 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 yo. Quelle considération matérielle. Yeah, yeah. T'as voté? C'est de l'eau, simplement de l'eau. Êtes-vous pour le végétarisme? Oh, pauvre transfèrement. Pauvre transfèrement. Non. Moi, je me nourris de fruits. J'ai une recette spécifique, du beurre d'arachide. La soupe au beurre de pinot, tu n'as jamais mangé ça, non? Oui, chez vous, une fois, je Chez pense. nous? Oui, c'est bon, hein? Ah oui. Ah oui, ça s'assimile facilement, puis ça contient beaucoup d'énergie, de protéines, bien plus que de la viande. D'abord, je mange pas de viande, hein? Je n'ai jamais mangé de viande. Bon. Alors, je me nourris de choses saines, hein, et qui s'assimilent facilement, puis je convertis son énergie immédiatement. Oui. Ah oui, des fruits, des légumes. Oui. Mais je dois vous dire pourquoi j'ai fait la relation avec la toilette, les soucoupes volantes. C'est que j'ai vu dans un rapport que les extraterrestres se nourrissant de produits à peu près purs, ils absorbent tout, ils n'ont pas rien à excréter.
Et si on vivait en se nourrissant de ce qu'est l'idéal, On peut éjecter tous nos excréments par la peau sous forme de sudation, quelque chose comme ça, oui. Mais comme notre nourriture est grossière, puis contient des terrestrités, ben on doit l'éjecter par les canaux visuels. Mais si vous nourrissez olfatiquement, plusieurs l'ont fait des jeûnes de 30, 40 jours dans le désert, ils n'ont pas eu d'exudation, ils n'ont pas eu d'éjection. Ça, c'est entendu. Puis il se passe un phénomène dans le système que le côlon devient un tube respiratoire. Le côlon, le duodénum, le cecum, le péritoine devient un tube respiratoire. Ouais. Il se passe des phénomènes dans l'organisme quand on atteint l'initiation solaire. On atteint l'initiation solaire. Nominément, par exemple, les vertèbres coccygènes se réintègrent puis viennent se rejoindre au sternum ici. Alors, vous avez donc, après un certain temps, une épine abdominale aussi bien qu'une épine dorsale. Ici, à partir du sternum, aller jusqu'à l'iodose, c'est un vestige de la colonne abdominale que l'homme avait autrefois, avant qu'il brise son épine dorsale, en se puisant à une source de vie qui dont ne pouvait pas subir l'impact. Alors, ce qui était la cause de la chute de l'homme, c'était d'avoir puisé à l'arbre de vie prématurément, avant qu'il soit capable d'en subir le choc. Et il a brûlé ses fils, on dit. Alors, après un certain temps, l'homme développe une colonne abdominale par la réintégration de l'appendice caudal, qui est déjà pas mal intégré sous forme de vertèbres coccygènes. Alors, cet appendice caudal remonte sous forme de petit cartilage d'abord, puis vient se lier ici au sternum. Et au lieu d'une épine abdominale interrompue au coccyx et reprise au sternum, vous avez l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Vous connaissez l'expression? Bon, l'Ouroboros. Alors, la dernière vertèbre, c'est le crâne, puis la première vertèbre, c'est ça part du centre créateur ici. Alors, un seul arbre de vie qui part d'ici, qui fait tout le tour, puis qui remonte jusque-là. Puis, alors qu'aujourd'hui, ben, il a brisé son abdomen, puis c'est remplacé par des organes que l'on connaît d'aujourd'hui. Puis là, l'homme n'a plus besoin de manger. Il n'a plus besoin. Il peut se nourrir olfatiquement. C'est pas tout le monde qui atteint ce là. Ça peut prendre plusieurs vies aussi avant de l'atteindre. Mais si vous avez commencé le processus, inévitablement, vous l'atteindrez. Il y aura une seule colonne qui sera abdominale et dorsale. Vous savez qu'il se produit des mutations physiques chez des êtres humains qui sont soumis à des radiations dans certains... Oui, justement. Vous, les radiations, c'est simplement quelque chose de radiant qui s'empare de vous, qui accélère votre mode vital. Et les mutations, ce sont des transmutations que l'on emploie, nous autres, dont on parle en alchimie. Alors, une mutation, ça peut arriver par un mode de radiation très violent, qui faut accélérer la croissance ou l'évolution plus rapidement que dans les conditions normales. Vous savez que suite aux expériences tentées, aux expériences prouvées par Nikola Tesla et d'autres, qu'on a réussi à réaliser des ovnis en tôle là, qui se déplacent dans l'atmosphère terrestre et qui suivent des grillages électromagnétiques installés par les grandes centrales là, à la Tesla. Là. Oui, oui, oui. C'est vrai que Nikola Tesla, je vous en apprends pas, a réussi à convoyer l'électricité sans fil. Il paraît que nous, on peut convoyer le son, n'est-ce pas? D'ailleurs, aller jusqu'en 1908, c'était une possibilité. Puis là, les compagnies détentrices des droits d'auteur ont empêché la dissémination de ces choses-là, Edison, etc. Mais Tesla a réussi à faire ça. Sauf que des sociétés extrêmement puissantes ont quand même continué à développer ces techniques-là dans oui, l'occulte. Seulement, ils les gardent pour eux. Ils ne veulent pas les mettre à disposition du public. Tesla voulait donner ça au monde entier. Hein? Et il y a des êtres qui, par hasard, sont mis à bord de ces appareils-là. Ils subissent des mutations physiques. Ah oui. On les prend pour des martiens à ce moment-là. Justement. Ah oui, tous ceux qui ont été en contact direct avec les ovnis, les objets volants non identifiés, ont subi une mutation. Ah, puis ils ont été changés par cette irradiation qui provient de cette énergie solaire qui anime les objets volants. Parce qu'ils n'ont pas de combustible liquide ni solide. C'est simplement l'énergie Aimé mercurielle. Michel a prouvé par des études très précises en sciences que les ovnis se déplacent toujours selon des voies rectilignes, Oui. des champs de force. Justement, un rectiligne, ceci. On sait que dans un monde sphérique, il ne peut pas avoir de ligne droite. Mais une voie rectiligne, elle est forcément sphérique, mais vu que notre limite de perception est restreinte, alors on croit que c'est une ligne directe. Parce que la lumière est courbe. Pourquoi Elle des... est- Oui.
Ah non, je vous laisse aller. Ben, je veux dire que Einstein nous dit bien que le plus court chemin entre deux points, c'est la courbe, non pas la ligne droite. Le chemin le plus direct entre deux points, c'est la courbe, et non pas la droite. Pour faire des jeux de mots comme vous en faisiez au début en disant que pire, pyros, spirituel, mais ce qui est spirituel spire aussi. Pourquoi les soucoupes volantes spirent tout le temps? C'est parce que la loi de l'univers, la double spirale, tout est spirituel. Tout ce qui spire a de la vie. Vous connaissez l'ADN, les phénomènes d'ADN. Alors, cette spirale, c'est la double spirale. On l'appelle la double D, c'est la double spirale. Ça, c'est la loi de l'univers. Tout est spirituel, tout est spiralique, tout spire. La Terre spire, gire, révolue, etc. Alors, c'est la loi de la vie, ça. Mais seulement, c'est une force qui spire comme ça. Avez-vous déjà été embêté, vous, Alex Lachance, par certaines autorités à pas aller plus loin que certains pas dans vos... Pas réellement, non. Je les ai évités. Oui. Vous les avez évités? Au lieu de me faire... Oui, je me suis payé leur tête au lieu de laisser se payer la mienne. Hein? J'ai pas le choix. Oui, c'est arrivé une couple de fois, oui. Oui, mais c'est facile de simuler. Oui. Oui, une couple de fois, ça m'est arrivé. Alors, je n'ai qu'à simuler l'ignorance. Vous êtes à préparer des livres, j'espère. Oui, je travaille incessamment sur ça. Et dans quelques temps, on pourra mettre quelque chose à la portée du public, je dirais, au plus tard, dans un an. Ouais. Comme vous disiez il y a quelque temps, ça presse, oui, ça ira bientôt, je presse. Ouais. Ouais. Je crois, j'espère bien. Je pense qu'au mois de septembre, on pourra sortir quelques bons documents. Qui sont, Est-ce qu'actuellement, sur le marché, il y a de très bons documents en alchimie? Là, je pense à des livres comme celui de Denis Klein, qui est... Oui, Denis, il travaille sur une substance qui est un peu douteuse. Il travaille sur de la stibie, stibie, comment on dit ça en français? Stibium. C'est de l'antimoine, hein? C'est dangereux. Ça se paraît comme travailler sur l'uranium. Moi, j'essaie de travailler sur l'uranium, ça fait des explosions. Alors, Denis travaille sur la stibie. Voilà, je ne le blâme pas. Il a droit à son On choix. pourrait peut-être remplacer le pétrole qu'on met dans une automobile qui doit prendre 75 000 au gallon, puis en faire... On peut prendre du mercure. Le mercure est moteur, hein? Si vous chauffez le mercure, il se dilate, n'est-ce pas? Si vous aviez un dispositif en spirale, dans lequel vous auriez quelques gouttes de mercure, quelques grammes ou quelques onces de mercure, vous pourriez toujours l'activer, le faire monter en spirale, puis le faire descendre par la voie de gravitation. Alors c'est inépuisable, c'est envers l'eau. Alors au lieu d'avoir un combustible qui s'épuise, on aura du mercure qui ne s'épuise pas du tout, puis qui reste toujours enfermé dans un réceptacle de verre. Alors, tôt ou tard, on aura ça, une batterie d'énergie solaire ou d'énergie mercurielle qui remplacera tout le combustible qu'on pourra utiliser. Vous savez que la Russie fait des pressions sur toutes les personnes qui semblent intéressantes et qui s'intéressent à l'alchimie. En Europe, on a recueilli beaucoup d'alchimistes. Oui, j'en ai entendu parler, mais j'ai aucun renseignement. Vous n'avez jamais été achalé par eux autres? Non. Je sais qu'il y a quelque temps, on a parlé de ça, qu'on faisait... on est passé au pain faible, les alchimistes, ouais. Mais on les ramasse parce qu'en Russie, on reconnaît la valeur d'un Nikola Tesla. Ah ben oui, certainement, Nikola Tesla, ben oui. On le met sur un pédestal maintenant. Ah oui, Nikola Tesla. Dernièrement, j'ai lu un volume qui est écrit à son sujet, le Return of the Dove, le retour de la colombe, hein? C'est autobiographique un peu. Ça relate une conversation qui avait lieu entre l'Italien, moi je sais pas l'italien, qui était au Vatican. Marconi. Oh, le Duce. Marconi, hein? À Marconi? Marconi, Ouais. avec Edison. Ouais. Il envoie Nikola Tesla. Ce que je pense de mon élève, il dit, il est étonnant. Il dit, il n'y a rien d'impossible pour lui. Il dit, s'il trouve quelque chose d'impossible, il dit, très bien, il dit, on va commencer dès maintenant. Parce que ça va prendre un peu plus de temps que c'était tout banalement possible. Puisque le pire, c'est qu'il a toujours raison. Hein? Il a toujours raison. Puis c'était au sujet de son ampoule hétérodine. Hein? Puis il voulait travailler sur le mercure pour en faire une source de combustible inépuisable dans une ampoule. Puis il dit, c'est possible. Ils ont mieux de commencer tout de suite, ça va prendre un peu plus de temps. Ouais. Alors, il n'y a rien d'impossible. Ce qui est impossible, c'est dans la conception que l'homme s'en fait d'une chose, d'un accomplissement quelconque. Il avait réussi à faire voler dans les airs des boules. Ah oui, ah oui. Il a éliminé la gravitation en la convertissant en lévitation. Parce qu'après tout, quelle est la différence là, entre ces deux forces-là? La différence de potentiel électrique, hein? Changer la polarité.
la Terre est magnétique et l'espace est dynamique. Alors, comme résultat, tout adhère à la Terre. Mais si vous changez la polarité de l'espace, ou la polarité de la Terre, à un certain endroit sur la Terre, vous allez avoir une lévitation. C'est ce que les Égyptiens ont fait, disons. Et Il avait déjà dit aussi que les photons accélèrent dans l'espace au moment où ils sont échappés lors d'une fission ou d'une fusion quelconque. oh, justement, oui. Ils accélèrent continuellement dans leur vitesse. Oui, justement, il y a un momentum croissant. Ouais. Les photons accusent un momentum, oui. Savez-vous comment est disparu Nikola Tesla? Comment a fini ça? Planck en a parlé, n'est-ce pas? Planck, le bonhomme Planck, un physicien, Ouais. que ces photons-là étaient doués d'une individualité, d'une capacité d'action individuelle. Autrement dit, ce sont des êtres intelligents, minuscules si vous voulez, mais c'est pas la grosseur ni le volume d'une entité quelconque qui en fait sa possibilité. Alors les photons sont des entités individuelles. Comment s'est terminée l'existence de Nikola Tesla? On est toujours dans le mystère à son sujet. On prétend qu'il a été éliminé, ostracisé par des gens jaloux de ses secrets, ou on prétend que c'est simplement subtilisé, transmué. Il y a plusieurs qui ont fait ça. Le comte de Saint-Germain? Ah ben voici, oui. Ah, oui, il n'y a pas d'ennemi, mais il a disparu. Ou du moins, plusieurs aussi ont fait ça, oui. Il est devenu un être de lumière. Si l'homme est un être de lumière, pas aussi bien se convertir en luminosité ou en invisibilité que de rester tangible et matériel. Ça dépend de la force qui l'intègre. Visez-vous à cette réalisation personnellement? Oui, mais je cherche la cible. Je cherche la cible. Pour viser, il faut avoir la cible directement devant soi. Mais oui, on y vise tous, oui, c'est notre désir inhérent. Oui. Dès que je verrai bien la cible, je viserai, juste. Dans vos prières, qu'est-ce que vous pensez? C'est très personnel et très intime, mais qu'est-ce que c'est que vous priez? Quand vous priez comment et quoi? Et pourquoi? Ça, c'est une prière. Je peux pas faire autrement que ça. Une aspiration de tout notre être vers quelque chose d'inconnu, quelque chose d'incommensurable, quelque chose d'ineffable. Des prières verbales, après tout, c'est auto-fabriqué, ben c'est copié. Une prière, c'est une aspiration, c'est un désir de tout notre être vers quelque chose qui nous dépasse. Hein? Alors, quand vous êtes conscient de ce grand tout-là, chacun de vos respires est une prière. Hein? Qui aimeriez-vous le plus rencontrer? Quelqu'un qui soit déjà décédé, quelqu'un qui a déjà vécu à l'époque des Égyptiens, des Atlantes, ou qui est le personnage que vous aimeriez rencontrer en face de vous? Tant qu'un individu est personnalisé, il porte un masque quelconque. Ce masque-là a été fabriqué par les circonstances de sa vie, mais derrière ça, il y a l'impersonnalité. Alors, l'impersonnalité est inhérente en soi. Je ne souhaite pas rencontrer une personnalité quelconque, que ce soit Galiléo, que ce soit Nazaréen, quoique j'ai un amour instinctif envers le Nazaréen, c'est le grand frère. Hein? Alors, oui, je le salue ouvertement, puis tout cœur, mais je resterai tout à fait muet devant lui, tout à fait muet. Ouais. Et quelle sorte d'être vous souhaitez voir apparaître sur la Terre? Question qui était pas mal intrigante. L'homme deviendra ce qu'il doit être fatalement, inévitablement et ultimement. Alors il retournera à la maison du Père, il deviendra tel qu'il était avant de s'être impliqué dans la matière. Cet homme-là sera un être de feu, un être de lumière. Ouais. Il n'y aura pas de personnalité, il n'y aura pas de véhicule matériel pour l'identifier. Cet être-là sera un être de lumière. Pensez-vous que l'être humain est protégé? Quoi qu'il arrive, il ne pourra pas s'autodétruire et Définitivement. Il peut détruire son véhicule, mais comme on disait il y a quelque temps que chez Rive, quand un homme commet le suicide, il meurt tout simplement. Hein? Mais il meurt pas. Il constate qu'il a laissé son enveloppe. Il dit, quelle sorte de bêtise que j'ai fait là? Moi, je l'appelle tel qu'avant. Simplement, je n'ai pas de moyen de communication. Ouais. Non, l'homme ne peut pas s'autodétruire, c'est impossible. Hein? Parce que c'est pas lui qui s'est créé. Hein? C'est pas lui qui s'est créé. Hein? Alors,
Le créateur en est responsable, puis il est responsable de sa permanence de vie aussi. Il ne peut pas s'autodétruire. Que diriez-vous à quelqu'un qui dit que en dehors du corps, il n'y a à peu près rien? L'esprit de l'intelligence, mais lorsque le corps meurt, tout est fini. J'ai bien pitié de lui. Pas bien pour lui, mais j'ai bien pitié de lui. J'ai pauvre garçon. Pauvre garçon. C'est ce que je peux dire, hein? Puis je donne ma bénédiction. Oui. Et il n'y aurait pas une façon de le guider dans une direction pour qu'il découvre... Oui, je prendrais une méthode empirique, je lui donnerais un peu d'Alexir. il, il dira, ça c'est vivre, hein? Comme il y en a qu'on dit une couple de fois, ça c'est vivre, ouais. Puis vivre pleinement, plus grande abondance. La vie, c'est l'unique réalité. Puis la vie, c'est le grand tout. Il n'y a pas de mortalité, il n'y a pas d'inertie dans aucune forme du cosmos. Même le minéral a une conscience. Une conscience. Comment se fait-il que l'homme ait perdu la conscience? C'est une question ici. Parce que c'est trop identifié avec son environnement. C'est comme un acteur, par exemple, qui perd sa propre personnalité ou sa propre égoïté en s'identifiant trop avec le rôle qu'on lui a imposé. Alors là, c'est le sort de l'homme. Il s'est tellement identifié avec son rôle qu'il croit qu'il est le Triboulet ou le François Ier ou le D'Artagnan qu'on lui a demandé de jouer. Alors là, il a perdu sa notion d'être-té véritable, son ego véritable. Alors, sa personnalité, le masque qu'on lui fait porter, il s'identifie avec ça. Alors, il devient obnubilé de ses propres créations, des créations qu'on lui a imposées. Ouais. Mais dès que l'homme a transcendé sa pensée cérébrale, ben, il réalise quelque chose qui dépasse tous les masques qu'on pourrait lui imposer. Et en conclusion, vous pouvez nous laisser sur... En conclusion, je dirais qu'il n'y a pas de conclusion. Une conclusion, c'est la fermeture d'une chose. Mais comme on vit dans un monde d'infinité, au sein de l'infinité, il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas de conclusion. Conclusion, c'est la fermeture d'un cycle. Puis un cycle, c'est sphérique. Hein? Et ça tourne toujours, ça tourne toujours. Comme une spirale, mais c'est jamais sur le même Spirale point. ascendante, oui. Alors, il n'y a jamais pas de sur le même conclusion à point. la vie. Il y a des différentes étapes dont on fait l'ascension graduellement. Mais la vie est éternelle, puis c'est la loi de l'être. Il n'y a ni temps ni espace, quelles que soient les conditions que nous impose la matière ou les infirmités de notre sensorialité, il n'y a pas de conclusion. C'est la permanence. Merci, Alex Lachon. Bienvenue, ça me fait plaisir. Merci. Merci, Pierre.